Ouais. Non, je pense qu'on a tous eu la même réaction en voyant ces images. Il faut pas essayer de défendre les policiers, mais il faut l'inscrire dans un contexte. Parce qu'il faut toujours ne pas commettre l'erreur de regarder les événements qui se passent aux États-Unis avec les yeux de Français, notamment du fait que nos sociétés sont différentes. On peut dire que ce qui se passe aux États-Unis, c'est éventuellement ce qui peut se passer en France avec 5 à 10 ans d'avance. Ce que moi je remarque, c'est qu'en fait, on est une société qui est très très violente aux États-Unis. Il y a 50 000 personnes qui décèdent de la part d'armes à feu. Et ensuite, après, dans la ville en question où ça s'est déroulé, donc à Memphis, c'est une des villes où il y a le plus de morts et de plus de criminalité. Donc, est-ce que des policiers qui combattent la criminalité au quotidien ne sont pas enfermés dans un certain système qui les conduisent à adopter des positions plus radicales et beaucoup plus violentes au regard de la situation qui est difficile auxquelles ils font face. Notamment, on peut comparer avec différents pays. On a toujours à peu près les mêmes phénomènes qui se déroulent. C'est-à-dire que quand les policiers font face à un événement qui est très dur, souvent ils ont tendance à aller très loin, à être plus radicaux, à tabasser, etc. On peut toujours le déplorer, mais c'est ce qui se produit à chaque fois. Ensuite, après, il y a un point qui est plus global, qui est plus lié aux États-Unis et auquel on peut élargir, auquel il y a une véritable réflexion qui est amenée, mais auquel on ne pourra pas changer. Je pense que ça va être très compliqué. C'est qu'en fait, les policiers ne sont pas gérés au niveau fédéral, mais notamment au niveau local. Ça veut dire que la loi... Au niveau du gouverneur de l'État. Voilà, gouverneur de l'État, ou parfois il y a des policiers de comté, etc., des shérifs, où ça s'étend de façon très large. Je crois le chiffre qu'on m'avait donné, c'est, je crois qu'il y avait 18 000 organisations policières aux États-Unis pour gérer 300 millions d'habitants. Et donc ce point-là est très important, parce qu'en fait, avec ce qui s'est passé sur l'affaire George Floyd, le Congrès américain a essayé de prendre une loi pour limiter et encadrer les pratiques policières, notamment pour les inciter à dénoncer ce type d'abus. Mais même si l'État fédéral prend ce type de mesures, est-ce que ce sera appliqué au niveau de chaque État, dans la mesure où les États ont une sensibilité qui est différente du gouvernement fédéral, surtout dans un État comme le Tennessee, qui est traditionnellement beaucoup plus républicain et beaucoup plus conservateur. Et donc, est-ce qu'un gouverneur va pouvoir encadrer ce type de pratique, alors que les électeurs qui l'ont élu demandent une politique qui soit beaucoup plus dure, beaucoup plus répressive, notamment à l'égard des crimes et des délits. Et il y a un autre point qui est important aussi. Encore ? Oui, je pense qu'il... Je pensais qu'il y avait 2 points. Ah oui, je suis désolé, mais j'avais oublié ce point-là. C'est qu'en plus, il y a une incitation, notamment à enfermer les gens de la part du fait que les prisons soient privées. Et donc, comme les juges sont élus et que les prisons sont privées, il y a une incitation à mettre des politiques qui soient beaucoup plus répressives, notamment pour enfermer. Et donc, du coup, je pense que ça pose une question. Est-ce qu'on aura une évolution du système américain ? Je pense que ce sera comme sur la question des armes à feu. On peut le déplorer, mais je pense pas qu'il y ait d'évolution. Marie. Je suis pas sûr parce qu'en fait, on associe souvent l'événement des victoires populistes comme celle de Donald Trump avec une Amérique qui irait mal. Quand on prend le contexte de 2016, on voit que Barack Obama avait plutôt réussi son plan dans la mesure où le taux de chômage avait fortement baissé aux États-Unis et que le taux de croissance était compris entre 2 et 4%. Et donc, faut pas forcément associer le niveau de déclin de la population en valeur absolue avec l'élection d'un populiste. Moi, ce que je trouve qui est plus intéressant, c'est qu'en fait, ce que moi j'ai remarqué, et ce qu'on a remarqué également dans les travaux du think tank, c'est qu'en fait, c'est pas la valeur absolue du niveau de la population qui est intéressante, c'est pas est-ce que vous gagnez 5 000 euros ou est-ce que vous gagnez 10 000 euros qui est important. C'est ce que vous avez le sentiment de déclin. Est-ce que vous avez le sentiment que votre situation régresse par rapport à ce qui s'est passé avant, qui a conduit à l'élection de Donald Trump, notamment dans la Rust Belt? Pour revenir sur le sujet, sur la question de la montée des violences, je pense qu'il y a un point auquel on peut faire un parallèle entre les États-Unis et la France. C'est notamment du fait que vous avez des policiers qui sont beaucoup plus violents aux États-Unis et du fait qu'en France, vous avez plusieurs actualités avec des parents, des pères de famille qui veulent en fait venger leur fille ou leur agresseur, en fait, qui veulent se faire justice eux-mêmes. Donc, il y a une volonté de la part de certains acteurs à vouloir, en fait, se venger directement, aller tabasser quelqu'un, aller lui rendre coup pour coup. Et donc, ça pose une question, moi, je pense, qui est essentielle. C'est du rapport du citoyen, que ce soit un policier, un père de famille, une mère de famille, avec la justice et la confiance qu'on accorde en fait à la démocratie. Et je pense que c'est ça le sujet qui est plus intéressant, parce qu'en fait, ça veut dire en gros que comme vous faites plus confiance, parce que c'est ça le contrat social, c'est-à-dire que vous soustrayez des libertés individuelles pour vous mettre dans un état collectif. Et à partir du moment où vous êtes plus confiance à l'état collectif, vous commencez à vous faire justice vous-même. Ça veut dire que ces policiers-là considéraient que la justice américaine n'allait pas pouvoir inculper la personne, n'allait pas la mettre en prison, n'allait pas pouvoir rendre justice par rapport à ce qui avait été commis, parce qu'on ne connaît pas la situation des policiers. Ça se trouve, cette personne avait tué ou provoqué certains de leurs collègues, ce qui a conduit, alors ce qui est totalement inexcusable, mais
qui peuvent expliquer notamment ce que les actes qu'ont commis les policiers. Et à partir du moment où vous avez des policiers qui commencent à ne plus croire en l'institution judiciaire, à ne plus croire en la démocratie, vous avez une véritable faiblesse. Et après, moi, je pense que ça pose également une question, mais de fond. C'est la question qui est posée aux États-Unis, c'est qu'on dit souvent qu'il y a 3 catégories aux États-Unis. Il y a la communauté noire, la communauté blanche et la communauté bleue. Et se posera une question sur la question de la confiance vis-à-vis de la police après les actes qui sont déroulés cette semaine et ce qui s'est passé à George Floyd et comment pouvoir réformer, c'est la question que je posais au début, alors que ça apparaît comme irréformable dans la mesure où vous avez beaucoup d'acteurs qui n'ont aucun intérêt à changer la situation actuelle. Ouais, donc on en revient aussi, puisque chacun veut faire justice à soi-même, au problème du port d'armes, tout simplement. Aussi. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et ça change, je pense que ça changera pas. Marie. Je pense que sur George Floyd ou avec l'affaire qu'on a en question, ça montre en fait que contrairement à ce qui a pu dire, je dis pas qu'il n'y avait pas un acte raciste, mais que le principal, ce qu'on appelle la violence policière aux États-Unis, sont pas dirigés contre une communauté afro-américaine, sont dirigés plutôt contre les délinquants. C'est-à-dire qu'il y a un problème sur comment les policiers font confiance à l'institution judiciaire, notamment du fait qu'il y a une question d'impunité au sein de la police. Et ça montre aussi, parce qu'en fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'en fait, au sein des statistiques américaines, parce que eux ont le droit de faire des statistiques, la communauté afro-américaine est surreprésentée comme la communauté hispanique, notamment mexicaine, au sein de la délinquance et de la criminalité. C'est ça le véritable point. Et ça pose question, moi je pense qu'on a un véritable sujet sur ensuite après comment faire pour éviter que ça arrive en France. Parce que quand vous regardez les points de localité, George Floyd, je crois, si je me trompe pas, c'était à Milwaukee dans le Wisconsin. Là, vous avez dans le Tennessee, donc c'est avec des endroits à forte criminalité, ou en tout cas dans certains points. Si en France, vous avez de plus en plus le développement de ce qu'on appelle les territoires perdus de la République ou des quartiers de non-droit, avec le développement du trafic de drogue, etc. Est-ce qu'on peut être sûr, dans les années à venir, même si le comportement de la police française est bien meilleur que celui de la police américaine, qu'il n'y ait pas de dérive, notamment du fait qui est tout à fait normal que quand vous êtes policier et que vous avez vu certains de vos collègues tomber, ou notamment qui ont sacrifié leur vie, et ben ensuite vous n'avez pas des réactions de plus en plus fortes de la part des garants de l'ordre. C'est tout le savoir, c'est tout le savoir-faire justement et le professionnalisme des policiers. Oui, voilà, en théorie. Et je pense que du coup, contrairement à ce que disent certains en France, on est bien content d'avoir la police française plutôt que la police américaine. Marie. Moi, je rejoins ce qui a été dit. Je pense que à partir du moment où vous avez un acte comme ça qui est commis sur un jour symbolique, il est vraisemblable que c'est un message politique. Surtout que c'est près d'une synagogue. Près d'une synagogue, donc je pense qu'on peut qualifier ça d'attentat. Si Emmanuel Macron tient pas forcément les mêmes mots que Joe Biden, c'est surtout parce que la position française essaye d'être beaucoup plus impartiale que la position diplomate et impartiale que celle de la position américaine, dans la mesure où la France a toujours pro-israélienne. Voilà. Les États-Unis sont pro-israéliens et la France a toujours été partisan, et c'est la ligne officielle, d'avoir les deux États, et donc Palestine et Israël. Je pense ensuite, après, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que vous avez un risque d'escalade du conflit qui peut déboucher à un risque de conflit beaucoup plus global? Il y a des pour et des contre. Pour l'instant, je pense qu'on se dirige plutôt sur un cadre d'escalade localisée entre la bande palestinienne et la bande israélienne. Et est-ce que ça peut déboucher sur beaucoup plus large? Je suis pas sûr, pour différentes raisons. Le premier point, c'est qu'en fait, la situation n'est plus la même qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. C'est-à-dire que les pays du Golfe ont changé de position vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire qu'ils sont davantage pour Israël et surtout contre l'Iran que sur une logique arabe-occident. Je pense que c'est un des points qui est très intéressant. Le deuxième point, notamment, qui est intéressant, c'est aussi que l'Iran n'a pas forcément les mêmes capacités à pouvoir soutenir dans la durée la Palestine qu'auparavant, dans la mesure où ils font face à une crise interne, et on l'a vu depuis le décès ou l'assassinat de Rassem Soleimani avant la crise sanitaire, ils n'ont pas forcément quelqu'un pouvoir exporter les guerres de la révolution, tenir le Hamas, le Hezbollah aussi efficacement qu'avant. Là où il y a un risque, par contre, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, c'est que la position américaine et européenne est beaucoup moins forte dans la zone qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait un risque d'escalade, vous aviez soit les Américains capables d'intervenir en disant « bon, voilà, les Israéliens, vous arrêtez ». Cette fois-ci, les relations entre Netanyahou et Joe Biden ne sont pas au beau fixe, dans la mesure où Netanyahou a mis un gouvernement qui était plutôt très conservateur, en tout cas très religieux. Et en plus, il y a un autre point, c'est que la Russie, qui pouvait faire office d'arbitre, ce qui a été le cas notamment lors du cas de neige, est hors circuit, dans la mesure où ils sont concentrés sur l'Ukraine. Donc je ne sais pas qui serait capable de dire aux personnes « arrêtez le risque d'escalade parce que vous risquez d'avoir un conflit beaucoup plus global. Est-ce qu'on a un risque de troisième guerre mondiale? Je pense pas à l'heure actuelle. Par contre, est-ce qu'on a un risque de conflit géolocalisé sur toute la région? C'est possible, avec d'un côté ceux qui sont sur l'arc chiite, dire Liban, Hezbollah, Hamas, Irak, Afghanistan éventuellement et Iran, et de l'autre côté les sunnites qui soutiendraient de facto l'Israël pour affaiblir la position iranienne. Donc si ce conflit, et on l'espère qu'il ne commencera pas, mais s'il commence,
On aura ça en plus de la guerre en Ukraine. On aura, et c'est pour ça que vous parlez de troisième guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on aura deux conflits qui se superposent et qui, en réalité, n'ont pas forcément de lien l'un avec l'autre. Moi, ma théorie, c'est ce que nous on a écrit en janvier 2022 avant la guerre en Ukraine, c'est que le risque de troisième guerre mondiale est très faible, hormis sur un point spécifique, le détroit entre la Chine et Taïwan, sur cette question spécifique. Il y a quasiment aucun risque de conflit, de guerre mondiale, parce qu'il n'y a plus autant d'intérêt, d'interdépendance entre tous les acteurs. Par contre, ce qu'on risque d'avoir, c'est ce qu'on assiste, c'est un retour des empires avec des conflits de région, avec des puissances qui se battent pour le contrôle d'une région spécifique, la Russie et l'Ukraine sur la zone de l'Europe de l'Est, entre la Russie et d'autres pays sur la zone du Caucase, notamment avec ce qui se passe en Arménie, en Azerbaïdjan, notamment dans la rivalité avec les Turcs, et sur la question du Golfe, entre les pays sunnites qui s'allient de facto avec les Israéliens pour affaiblir la position chiite tenue par l'Iran. Un mot là-dessus. Il y a des points positifs et des points négatifs. Je pense qu'il y a toujours quelque chose. Ça vous fait marrer quand même. Hein. Mais c'est un peu tragique, parce qu'en fait, on assiste tragiquement au retour de l'histoire. C'est-à-dire qu'on assiste à une époque qui est quand même inédite. Je pense qu'il n'a pas eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous avez quasiment des empereurs dans des empires, Poutine en Russie, Xi Jinping en Chine, qui ont des désirs de leadership à minima régional, voire même au niveau mondial. Vous avez tout un équilibre qui va se construire sur le monde d'après. On est en train de vivre une véritable bascule, surtout qu'on n'est plus sur l'époque de la fin de l'histoire de Fukuyama. C'est-à-dire que la position occidentale s'affaiblit, nos valeurs et notre modèle de démocratie est en danger, parce qu'il est concurrencé par d'autres modèles et par d'autres facteurs. Et on arrive sur des problèmes beaucoup plus concrets, beaucoup plus locaux, qui apparaissent dérisoires aux yeux du monde entier. Mais malgré tout, c'est les problèmes qu'on affronte en France. Sur la question du 31 que vous posez, je pense qu'il y a une seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y aura plus de manifestants ou moins de manifestants que lors de la dernière manifestation du 19 janvier. Je m'explique pour une raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se joue, c'est la question de la bataille de l'opinion publique qui va déterminer la bataille au Parlement. Si par cas, le gouvernement reprend la main sur la bataille de l'opinion publique, il y a moins de manifestants que précédemment, dans ce cas-là, il est vraisemblable que LR redevienne un parti de gouvernement et suive plutôt les consignes qui lui auront été données et les députés voteront le texte. Si par cas, on continue sur la trajectoire qu'on a depuis le 19 janvier, ça veut dire que le gouvernement perd la bataille de l'opinion, que les Français s'opposent davantage à la réforme des retraites, etc. Il est vraisemblable que les députés LR, ayant peur de leur réélection, de leur circonscription, lâchent le gouvernement et que le gouvernement sera obligé de passer par 49.3. Et si le gouvernement passe par 49.3, on arrive droit à un désastre, parce que moi je n'exclus pas, en cas de passage de 49.3, qu'il y ait des violences très fortes dans les rues et qu'on arrive à une période rappelant celle des Gilets jaunes, voire plus loin. Je pense que le gouvernement doit changer de communication et de stratégie. Ah bah il a tout essayé. Vous pensez pas? Moi je pense qu'ils sont trompés. Ils sont trompés de méthodo parce que. Bah qu'est-ce que vous auriez fait? Moi je suis pour la réforme des retraites. Oui. Et vous auriez expliqué comment? Plus j'écoute le gouvernement, plus je doute sur pourquoi je suis pour en fait. Moi je pense que le sujet. Un interlocuteur me disait pourquoi est-ce qu'on n'explique pas? Alors c'est osé, mais pourquoi pas? Pourquoi on n'explique pas que 95% comment dirais-je, cette réforme arrange 95% des Français et n'en arrange pas 5%. Moi je suis pour. Moi je suis d'accord, mais je vais lister. Pardon, je vous ai peut-être coupé l'air. Mais c'est un interlocuteur, un chef d'entreprise que j'ai croisé tout à l'heure. Donc il m'a dit pourquoi est-ce que personne ne dit ça? Moi je suis pour la réforme des retraites pour 3 raisons spécifiques. La première. Vous avez 10 secondes. 10 secondes. La première, c'est que, en fait, je pense que la France travaille pas assez. Et pour que la France pèse plus au niveau européen et au niveau mondial, il faut que la France soit beaucoup plus puissante. Et pour être plus puissante, il faut que notre PIB soit beaucoup plus important, etc. Et que le niveau des Français soit beaucoup plus élevé. Le deuxième point, c'est que le système des retraites ne tient pas à long terme. Pour une raison qui est très simple. On cotise entre 10 et 15% de notre salaire. Ça veut dire que chaque année, vous cotisez un mois de salaire. Donc en 40 ans, vous avez cotisé 40 mois de salaire. Et si on fait les calculs, les 40 mois de salaire sont supérieurs à l'espérance de vie entre 65 et entre 79 ans pour les hommes et entre 65 et 84 ans pour les femmes. La troisième raison que je vois, c'est que de toute façon, si on ne le fait pas, le système sera en faillite et donc du coup, les autres choix sont pires que le choix qui est proposé par le gouvernement. Voilà. Merci.